Bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission préférée Idées. Aujourd'hui, Idées va parler de l'entrepreneuriat et développement des territoires. Ce sera avec un spécialiste en entrepreneuriat que je nomme Pascal Edo Agbouvé, que vous connaissez très bien. Il est souvent dans cette émission Idées, mais aujourd'hui, il viendra nous parler de l'entrepreneuriat et du développement des territoires. Monsieur Agbouvé Edo Pascal, bonjour et bienvenue dans Idées. Bonjour Monsieur Kondo, bonjour à nos chers téléspectatrices et téléspectateurs. Oui. Bonne année à tout le monde. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je disais que notre thème va porter sur l'entrepreneuriat et le développement des territoires. Comment attendez-vous ce thème en tant que consultant en entrepreneuriat et développement? C'est un thème évocateur qui mérite une attention particulière parce que les mots qui sont consignés dans le thème de l'émission sont très forts. D'abord, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de développement et également le territoire. Donc, tous ces mots méritent d'être clarifiés. Comment faire le lien entre l'entrepreneuriat et le développement du territoire et quels sont les enjeux et les défis à relever pour y arriver? Je crois que c'est ce qui me vient à l'esprit quand je vois le thème choisi pour cette émission. Merci beaucoup. Nous avons précisé que c'est le développement des territoires. Les territoires, si nous prenons le cas du Togo, qu'est-ce que selon vous ça peut signifier? Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de décentralisation. Et donc, quand on prend le Togo en soi, nous avons le territoire togolais. Mais n'oubliez pas que la loi aussi a créé des petits territoires que nous appelons aujourd'hui collectivités territoriales. Donc, on peut avoir territoire comme commune, qui est une entité aussi, gérée par les élus. Il y a aussi la région. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de la décentralisation, nous avons plusieurs formes de territoire. Donc, le territoire national géré par le pouvoir central, et ce qui nécessite par exemple des actions sur l'ensemble des territoires, mais aussi sur les petits territoires, dénommés collectivités territoriales aussi, il y a des actions qui sont menées avec des entités dirigeantes, donc des entités précises. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce mot aujourd'hui qui est mis au pluriel. Quel mot l'entrepreneuriat a à dire quand on parle du développement des territoires? Bien, assez intéressant. Alors, d'abord, avant de parler de l'entrepreneuriat, il faudrait qu'on essaie d'expliquer même ce qu'on entend par développement des territoires. Le développement des territoires est un processus volontariste cherchant à accroître la compétitivité des territoires en impliquant les acteurs dans le cadre d'actions concertées, généralement transversales et souvent à forte dimension spatiale. Alors, nous allons essayer d'expliquer un peu certains mots dans cette définition. Nous parlons de processus. Processus veut dire un cheminement, ou bien l'ensemble d'étapes successives. Il y a également de volontarisme. Ça veut dire quoi? Il faut une adhésion, il faut une volonté, une participation. Cela voudra dire que le développement ne se décrète pas, mais c'est un processus. Et donc, quand vous voulez développer un territoire, vous devez prendre en compte les acteurs. On dit en impliquant les acteurs. Ça veut dire quels sont les acteurs qui participent à ce développement autour des actions concertées. On dit des actions et généralement transversales. Ça veut dire dans cette définition, vous allez voir qu'il y a des mots très forts. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, quand on parle de développement, tout le monde en parle. Nous attendons cela dans les discours. Il y a des acteurs qui disent qu'ils sont acteurs de développement, mais de quoi il s'agit concrètement? Donc, on se dit c'est un processus volontariste cherchant à accroître la compétitivité des territoires en impliquant les acteurs dans le cadre d'actions concertées, généralement transversales et à forte dimension spatiale. C'est très fort cette définition. C'est pour dire qu'il y a des étapes. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, quand on parle de développement, c'est là qu'on parle de plusieurs dimensions. On peut parler de développement économique, on peut parler de développement social, développement culturel, développement sanitaire. Ce sont les thèmes transversaux et ça nécessite quand même l'intervention de plusieurs acteurs. C'est très complexe en soi. Donc, il faut cela. Mais quand on parle d'action, ça veut dire qu'il
il y a des problèmes qui sont là, qu'il faut régler. Et quand il y a des problèmes qu'il faut régler pour transformer, changer le mauvais en bien, cela nécessite quand même des interventions. Et ces interventions nécessitent quoi? Des initiatives. Ça veut dire que nous devons à un moment donné de nous arrêter et de dire, quelque chose ne va pas. Si quelque chose ne va pas, il faudrait qu'on entreprenne des actions. Donc il faut une innovation, il faut une imagination. Ça veut dire que quand il y a un problème dans notre société, il faudrait que nous puissions nous lever, nous puissions réfléchir pour voir comment transformer ce problème-là en opportunité, comment changer la donne dans notre société. Ça veut dire qu'il y a d'abord le déclic qui est donné par rapport à l'imagination, à l'innovation. Maintenant, si nous prenons conscience et que nous réfléchissons, nous trouvons une action à mener, il va falloir que nous ayons des moyens. Et cela nécessite encore des ressources. Et pour avoir ces ressources, il faudrait qu'on travaille aussi pour gagner de l'argent. Et donc, l'entrepreneuriat, d'abord, il y a cet aspect innovation. Si on veut entreprendre, on ne peut pas entreprendre parfois seul. Je peux émettre l'idée, mais j'ai besoin peut-être des gens pour m'aider à construire cela. Et donc, il faut une implication des citoyens. La preuve, c'est que quoi? Si je décide par exemple de construire une maison à étage, je peux demander à quelqu'un de me faire le plan. Si quelqu'un me fait le plan, il me faut des acteurs, des ouvriers, des spécialistes, maçons, soudeurs, ferrailleurs, plombiers. Et il me faut aussi des ressources. Et même quand je trouve ces spécialistes, il faut des gens, les ouvriers, les acteurs, ceux qui peuvent aller chercher du sable, ceux qui peuvent aller chercher leur amener. Donc, il faut des ouvriers. Donc, le développement, c'est comme c'est un chantier très complexe où on peut avoir le chef d'ouvrage, quelqu'un qui décide de faire la chose, mais parfois on peut avoir aussi des spécialistes à qui on confie cette responsabilité de conduire et qui nécessitent aussi la participation des acteurs. Donc, nous sommes dans un processus de transformation de notre société. En réalité, c'est ça. Nous sommes dans un processus de transformation de notre société. Nous voulons trouver des solutions aux problèmes que nous avons sur notre territoire. Et nous voulons améliorer les conditions de vie de la population. Et donc, tout ceci nécessite quand même des réflexions, des imaginations, des innovations, des solutions nouvelles. Et tout ceci nécessite, par exemple, des ressources. Et d'où l'économie intervient. Il faudrait que nous ayons des ressources pour pouvoir faire cela. Donc, l'entrepreneuriat, en réalité, est au cœur du développement. C'est pour cette raison que vous allez voir aujourd'hui qu'il y a l'entrepreneuriat classique, qui est plus basé sur la création d'entreprises classiques, pour la recherche du profit. Et il y a également l'entrepreneuriat social, qui est plus lié à l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que le mot entrepreneuriat en soi renferme des mots importants. Innovation, initiative, action. Et donc, tout ceci est à la base du développement. Et donc, si aujourd'hui, on veut améliorer les conditions de vie des habitants sur un territoire, si on veut avoir la compétitivité d'un territoire sur plusieurs axes, il va falloir que les individus qui sont censés conduire les actions soient entrepreneurs, soient imaginatifs, soient créatifs dans leurs pensées, afin de pouvoir trouver des solutions nouvelles aux problèmes que nous avons sur ce territoire-là. Donc, le thème en soi est un thème très important. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire sur le plan national nécessite une meilleure compréhension, également une meilleure approche d'intervention, également c'est une question de responsabilité. Ça veut dire que chaque acteur qui aspire à ce changement doit savoir qu'il a un rôle à jouer. Et donc, voilà ce que je peux dire pour le moment de manière sommaire par rapport au thème choisi pour l'émission. L'entrepreneuriat, dans ce processus de développement, veut dire quoi au juste? Bien. D'abord, si je prends le cas de l'entrepreneuriat classique, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons assez de problèmes dans nos sociétés. Et quand on a assez de problèmes dans une société, cela voudra dire que quoi? Il y a beaucoup d'opportunités d'entreprendre. Ça veut dire que cela nécessite des actions. Ça veut dire que les citoyens doivent savoir qu'ils doivent agir pour changer la donne. Également, l'entrepreneuriat dit qu'il faudrait que nous puissions travailler pour créer de la richesse. Ça veut dire que sans la richesse, nous ne pouvons pas régler certains problèmes sociaux. Donc, il faut travailler pour créer de la richesse. Cela voudrait dire naturellement qu'aujourd'hui, si nos pays veulent se développer, si nos collectivités territoriales veulent se développer, on doit penser à l'entrepreneuriat qui est d'abord la base de l'imagination et de la création de la richesse. Donc, une fois que nous travaillons pour créer de la richesse, nous allons régler les problèmes. Par exemple, dans une société où les gens n'entreprennent pas suffisamment, c'est un poids pour les décideurs politiques.
C'est un poids pour les pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que dans cette communauté, vous allez voir que des gens ont des problèmes de santé, des gens ont des problèmes éducatifs, des gens ont des problèmes de logement, des gens ont des problèmes d'emploi. Or, les pouvoirs publics sont censés apporter des solutions à tout cela. Et donc, si on entreprend, s'il y a une politique qui encourage l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui va se passer? Quand des gens vont travailler, parce qu'ils seront accompagnés, ils seront soutenus, ils seront formés, et les moyens seront mis à leur disposition pour travailler, quand ils travaillent, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont gagner, ils vont trouver de l'emploi à eux-mêmes, ils vont générer des revenus désormais pour aller à l'hôpital eux-mêmes, payer les soins de santé, ils seront en mesure de payer les frais d'éducation de leurs enfants, ils seront en mesure de construire eux-mêmes leur logement. Ils ne seront plus à la charge de l'État. Et donc, l'entrepreneuriat, fondamentalement, permet de régler un certain nombre de problèmes dans la société au niveau des individus, ces problèmes que les pouvoirs publics sont censés régler. Donc, dans une approche de développement, si les pouvoirs publics se basent plus sur l'offre de services aux citoyens de manière systématique, sans penser vraiment à un accompagnement des citoyens pour que ces citoyens soient beaucoup plus autonomes, pour pouvoir se prendre en charge eux-mêmes, ce serait trop compliqué pour les pouvoirs publics. Parce que pour répondre aux besoins de manière systématique pour tous les citoyens, cela nécessite assez de moyens. Donc, sur tous les territoires aujourd'hui, quand nous prenons le cas des communes, des collectivités ou bien les régions qui sont aussi prévues par la loi, si nous voulons véritablement développer ces territoires, il va falloir que nous puissions penser à l'entrepreneuriat. Ça veut dire, dans ce schéma, nous devons mettre l'accent sur la création de la richesse dans un premier temps. Ça veut dire que nous devons chercher à faire l'inventaire des potentiels économiques que nous avons. Nous devons penser à la formation des citoyens et nous devons également penser à la valorisation de ces potentiels-là pour créer de la richesse. Et donc, une fois que nous aurons assez de moyens, nous pouvons régler un certain nombre de problèmes sociaux. Et donc, dans cette dimension, dans cette démarche, le plus important, c'est que toutes les infrastructures qui seront mises en place doivent être orientées vers la création de la richesse. C'est-à-dire, quand nous prenons de l'argent maintenant, par exemple, pour construire un marché, on sait que c'est pour créer des espaces de vente des produits. Si nous construisons une route pour désenclaver une localité, c'est pour permettre aux populations de ce milieu-là d'acheminer leurs produits vers les villes ou bien là où il y a les clients. Si nous mettons en place de l'électricité, c'est pour assurer la sécurité et également permettre aux citoyens d'avoir de l'énergie pour la production. Et donc, toute action que nous menons, nous devons viser toujours la création de la richesse dans un premier temps. Et c'est quand on aura suffisamment de ressources qu'on pourra vraiment régler certains problèmes sociaux que les individus ne peuvent pas régler individuellement. Ou bien des problèmes qui sont d'ordre beaucoup plus collectif. Par exemple, même si vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas construire une école pour vous, pour vos enfants, personnellement. Si vous avez des ressources, vous ne pouvez pas créer un marché pour vous-même. Vous ne pouvez pas construire la route pour vous-même. Vous ne pouvez pas mener vous ne pouvez pas assurer votre propre. Donc, il y a un certain nombre d'actions que vous ne pouvez pas mener, même si vous avez des ressources, des moyens. Même les ministres sont obligés d'envoyer leurs enfants dans une école. Vous comprenez? Donc, dans la société, il y a certains besoins au niveau micro que les citoyens sont censés régler. Donc, il faut les encourager pour créer de la richesse, c'est-à-dire en travaillant pour avoir de l'argent. Et donc, quand l'État mobile des ressources, d'ailleurs, où est-ce que l'État trouve plus de ressources? Quand nous prenons aujourd'hui, nos administrations publiques tirent leurs ressources essentiellement des recettes fiscales et douanières. Cela voudra dire que les opérateurs économiques sont à la base de la mobilisation, en fait, des recettes de l'État. Cela voudra dire que quand nous mobilisons ces ressources, nous devons toujours penser au développement de ce secteur parce qu'en le développant, c'est que quoi? Ça nous permet de continuer par mobiliser davantage de ressources. Les entreprises aujourd'hui sont considérées comme des vaches qui produisent du lait au pouvoir public. Et que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau communal aujourd'hui, vous voyez que ce sont les entreprises qui paient des taxes et impôts au niveau national, via OTR. Également, au niveau des collectivités, au niveau des mairies, ce sont les entreprises qui paient plus de taxes. Ce qui voudra dire que si les pouvoirs publics n'encouragent pas la promotion et le développement des entreprises, à un moment donné, les pouvoirs publics ne pourront pas mobiliser suffisamment de ressources pour pouvoir faire face aux dépenses publiques.
Et donc, ceux qui sont aux affaires, ils sont censés réaliser un certain nombre de projets d'ordre collectif, mais au niveau micro, ils doivent penser vraiment aux individus qui sont à la base de la création de la richesse, ou du moins qui se sont organisés dans des structures que nous appelons entreprises. Le Togo est en train de faire un pas. Il est déjà en plein pied dans la décentralisation. Mais avant qu'on ne rentre dans cette décentralisation, vous qui êtes des spécialistes, des consultants en entrepreneuriat, est-ce que vous avez eu le temps de l'expliquer aux citoyens que nous sommes? Bien, d'abord, je tiens ici à féliciter nos autorités qui ont bien voulu rendre effective cette décentralisation, parce que la décentralisation en soi est un outil de développement. C'est le fait pour le pouvoir central de céder une partie de ses compétences aux collectivités, aux citoyens à la base, de dire essayez de vous organiser pour nous aider dans la résolution d'un certain nombre de problèmes, c'est déjà un pas. Ça veut dire qu'ils sont à féliciter pour cela. Maintenant que la décision est prise à travers des tests qui sont pris au niveau national, il va falloir que les acteurs engagés, les citoyens, soient accompagnés. Et donc, il aurait fallu mettre en place une bonne politique de communication et un programme de renforcement de capacité des acteurs afin de les amener à comprendre les enjeux de cette mission. Beaucoup de gens sont allés aux élections locales sans savoir ce qui les attendait. Aujourd'hui, les gens ont pris le pouvoir au niveau local. Ils ont été investis par leurs citoyens, mais ils ont du mal à répondre vraiment aux attentes de leurs concitoyens. Et donc, je me dis, le pouvoir central qui a pris cette décision est encouragé, mais c'est ici le lieu de dire que ces acteurs ont besoin d'être accompagnés. Mais nous voyons jusqu'ici que le problème est beaucoup plus vu sur le plan juridique, c'est-à-dire c'est la maîtrise des tests, connaissance de ces retours. Tout ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape consisterait à travailler pour créer de la richesse en vue de répondre vraiment aux besoins des populations locales. Et donc, nous sommes dans un schéma, et cette émission d'ailleurs que nous sommes en train de faire concourt à l'atteinte de cet objectif-là. C'est de dire aux autorités que nous avons fait un pas, on a fait des élections locales. Aujourd'hui, nous avons mis en place des conseils locaux qui sont chargés de gérer les collectivités, du moins au niveau communal. Nous avançons, mais l'autre étape, c'est de faire en sorte que nous puissions vraiment consolider, nous puissions promouvoir l'économie locale et avoir plus de richesses avant de régler un certain nombre de problèmes sociaux. Donc, nous sommes là pour accompagner et nous avons même, nous, à notre niveau, comme vous le savez déjà, nous sommes très engagés sur cette thématique. Nous avons eu des initiatives, nous avons dans notre agenda des initiatives visant à soutenir l'économie des communes. Et c'est le lieu peut-être d'en parler un peu pour amener les uns les autres à s'inspirer de ce qui se passe. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons 117 communes, nous ne pourrons pas aller dans toutes les communes, mais quand même à travers vos émissions ici, nous pouvons vraiment expliquer ce qu'on doit faire pour que les communes dans lesquelles nous n'intervenons pas puissent s'inspirer et aussi agir pour que le processus de développement puisse connaître une amélioration afin de pouvoir contribuer à l'atteinte des objectifs assignés à la décentralisation. Voilà. Et quand on parle du développement des territoires, le citoyen lambda, quelle est sa mission? Il se pose la question, qu'est-ce que moi j'ai à faire sur mon territoire? Quand on prend le développement même, il y a des outils qu'il faut utiliser. Donc, comme je le disais, la décentralisation est un outil. Après, il faudrait qu'on ait un plan directeur. Il faudrait une planification, il faudrait un plan directeur, il faudrait qu'on ait des planifications. Et l'autre outil important, non négligeable, c'est la participation citoyenne. Cela voudra dire que nous ne pouvons pas faire le développement d'un territoire sans associer les citoyens qui sont concernés. Ils sont à la base de leurs problèmes, ils peuvent être des solutions également. Cela voudra dire naturellement que les citoyens doivent être pris en compte en amont et en aval de tout le processus. Et donc, c'est le lieu également de sensibiliser les citoyens. Mais il faudrait que les élus créent les conditions pour que ces citoyens puissent vraiment participer. Ça veut dire quoi? Si vous avez le pouvoir pour améliorer les conditions de vie des citoyens, vous devez amener les citoyens à comprendre que vous ne pouvez pas faire le développement sans eux.
Donc, c'est une volonté que les élus doivent manifester. Parce que dans notre contexte, les citoyens ont peur d'approcher les détenteurs de pouvoir. Et donc, une fois qu'on dit qu'il est ministre, on dit qu'il est maire, les gens ont peur de vous approcher. Mais il faut leur faire comprendre que non, nous devons travailler ensemble. Si vous m'avez mandaté, je n'ai pas la solution magique à vos problèmes. C'est ensemble que nous allons participer au développement du territoire. Je dois vous écouter, savoir quelles sont vos vraies aspirations et vous demander quelles sont les priorités et comment nous pouvons répondre à cela. Donc, c'est un travail participatif. Et donc, si les élus n'adoptent pas cette démarche pour rassurer les citoyens, il n'y aurait pas une adhésion. Or, quand il n'y aurait pas d'adhésion, pour que les citoyens puissent participer aux actions de développement, alors on n'aura pas de résultats probants. C'est comme vous demandez à votre enfant à la maison de se lever pour balayer la cour, il refuse de le faire. Même quand vous-même vous débrouillez pour balayer la cour, quand vous revenez, il rend encore la cour sale. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez fatigué à un moment donné. Donc, si les gens comprennent dans un premier temps que la cour doit être propre et que chacun de nous doit veiller à sa propreté, vous voyez que la tâche est déjà plus facile pour vous. On n'a même plus besoin de dépenser beaucoup d'argent. Aujourd'hui, pour rendre nos villes propres, on dépense beaucoup d'argent pour payer les gens. Or, les citoyens sont à la base de cette insalubrité. Et donc, si les gens sont bien éduqués, les gens sont bien sensibilisés, je pense qu'ils participeront librement au développement de leur territoire. Et donc, le challenge aujourd'hui, c'est d'amener l'ensemble des parties prenantes à comprendre ce processus et également amener chacun ou bien chacune des parties prenantes à connaître ses responsabilités et ses obligations afin que le processus puisse aboutir, nous permettant d'avoir des résultats probants. Cela veut dire qu'il y a une relation intrinsèque entre le développement et l'entrepreneuriat, est-ce ça? Absolument, parce que c'est les hommes qui font le développement. Le développement, c'est l'idée, c'est le travail, c'est les moyens, ce sont les moyens, c'est ça. Donc, il faut des hommes. Même si on a des décideurs, ou bien les détenteurs de pouvoir, pour donner l'impulsion, mais cette impulsion n'est pas accompagnée, n'est pas soutenue, mais il n'y aura pas de changement. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est d'abord les hommes. Il faut entreprendre. Ça veut dire quoi? Même si vous êtes décideur politique, vous devez entreprendre. Quand il y a un problème, il faut se lever pour dire que c'est une situation anormale. On doit agir. Et pour agir, il faudra qu'on trouve une solution. Déjà, vous êtes dans la dynamique entrepreneuriale parce que vous n'attendez pas que d'autres personnes viennent régler votre problème. Mais vous vous levez pour dire, nous pouvons agir pour apporter la solution à ce problème-là. Déjà, c'est le point de départ. Et en le disant, vous allez mobiliser d'autres acteurs pour venir s'associer à vous. Il y a des gens qui vont apporter leur ingénierie, leur savoir-faire, d'autres vont amener leurs ressources pour qu'il y ait action. Et donc, l'entrepreneuriat est à la base du développement. Donc, comme on le dit, il y aura des acteurs qui sont des entrepreneurs. Eux, c'est le social. Ce n'est pas le gain, c'est le bénéfice qui les préoccupe. Mais c'est le changement positif, le changement sociétal qui les préoccupe. Mais il y a des entrepreneurs aussi qui visent plus le profit. Ce qu'on constate actuellement, nous avons plus d'entreprises classiques dont les promoteurs ne recherchent que leur profit. Et la plupart des acteurs qui détiennent notre économie ne pensent pas trop au bien-être collectif. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'en Europe, on a commencé par développer la nouvelle approche qui consiste l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire qui rentre dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Cela voudra dire que dans notre société, nous devons penser à la création de la richesse, mais nous devons viser d'abord des problèmes sociétaux, des problèmes environnementaux, et nous devons agir en synergie pour apporter des solutions à cela. Cela ne voudra pas dire qu'il ne doit pas avoir un modèle économique, mais nous devons viser plus l'intérêt général. Et en le faisant, nous devons aussi agir de manière solidaire, en faisant aussi une gouvernance démocratique. Ça veut dire que ce n'est plus seulement une seule personne qui est le détenteur du capital, qui travaille et quand il gagne de l'argent, il empoche cela, il fait ce qu'il veut, mais nous travaillons de manière collective et nous agissons ensemble pour régler des problèmes. Et quand il y a bénéfice à la fin, nous investissons toujours dans nos actions pour continuer par régler d'autres problèmes. Donc, si on n'agit pas comme ça, c'est vrai, on peut développer l'entrepreneuriat classique, mais à un moment donné,
ce qu'on va constater, c'est que ceux qui tellement profitent de cet entrepreneuriat ne participent pas trop au développement, à part les impôts, les taxes qu'ils paient à l'administration fiscale. La plupart des ressources sont empochées par les promoteurs. Ce qui fait que sur le territoire, il peut y avoir développement d'activités économiques, mais cela profite plus aux promoteurs. C'est ce qu'on voit dans les grands pays aujourd'hui. Mais d'autres pays sont arrivés à trouver d'autres modèles qui méritent d'être encouragés. Donc, quand je parle de l'économie sociale et solidaire, par exemple, c'est des choses aussi qu'il faut expérimenter. Et dans notre contexte actuel, je pense quand même que l'économie sociale et solidaire pourrait aussi être une solution. Mais avant d'en arriver là, nous devons aussi mettre l'accent sur l'entrepreneuriat classique parce qu'il faut créer de la richesse. Ceux qui créent de la richesse, vraiment doivent être encouragés. Et notre tissu économique aujourd'hui est plus axé sur les très petites, les petites et moyennes entreprises, les TPME. Les grandes entreprises occupent environ 1% de notre tissu économique. Mais, M. Kondo, vous imaginez, les grandes entreprises occupent 1% du tissu économique, mais représentent presque 93% du poids financier de notre économie. Et les TPME, qui représentent 99% environ, ne représentent que 7% du poids économique. Cela voudrait dire que quoi? Nous avons sur nos territoires aujourd'hui des petites et moyennes entreprises, des très petites et moyennes entreprises, mais qui ne sont pas trop viables. Ça veut dire que les promoteurs n'arrivent pas à créer suffisamment de richesses et ces promoteurs ne participent pas suffisamment au développement du pays. Donc, il faut une bonne politique d'accompagnement de ces petites et moyennes entreprises de manière à ce qu'elles puissent être bénéfiques à leurs promoteurs, afin qu'elles puissent avoir la capacité de créer plus d'emplois, afin qu'elles soient en mesure de payer suffisamment des impôts à l'État pour pouvoir participer vraiment au développement du pays. Donc, il y a un lien intrinsèque entre l'entrepreneuriat et le développement. Oui, quand vous parlez d'entrepreneuriat classique, vous êtes allusion à quoi? C'est les entrepreneuriats, c'est ceux qui travaillent pour gagner de l'argent pour eux-mêmes. C'est-à-dire, je crée mon business, je crée mon restaurant, je crée mon atelier, je travaille. Ce que je gagne, c'est pour moi, j'empoche. Toi et moi, nous avons créé une société, nous travaillons, c'est pour gagner de l'argent, le bénéfice nous appartient, on empoche, on fait ce que nous voulons. Or, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, l'économie sociale et solidaire, ils travaillent en commun, même s'il y a excédent d'exploitation, alors ils investissent toujours dans leur mission sociale pour toujours régler des problèmes de la société. Donc, il y a les entreprises qui évoluent dans le secteur classique, c'est-à-dire entrepreneuriat classique, et il y a aussi d'autres entreprises qui prennent la forme d'entreprises sociales. C'est-à-dire que ces entreprises aussi participent même à la création de la richesse, mais elles sont plus engagées à apporter des solutions aux problèmes sociaux et environnementaux. Ce deuxième type d'entreprise, entreprise sociale et solidaire, ces entreprises sont créées par l'autorité ou bien par les individus? Par les individus. Et je crois qu'au Togo, il y a eu des avancées. Je crois que très prochainement, nous aurons une loi spécifique, une loi cadre relative à l'économie sociale et solidaire, également à la responsabilité sociétale des entreprises. Donc je crois que les choses ont évolué et nous attendons vraiment le vote de cette loi pour permettre un cadre réglementaire, un cadre législatif approprié au développement de ces types d'entreprises. Oui, si on prend le cas de notre pays, le Togo, quels sont les défis qui se présentent à nous et qu'il faut relever pour booster le développement? D'abord, il faut promouvoir l'entrepreneuriat. Il faut amener les citoyens à travailler suffisamment. Et donc, quand je dis qu'il faut promouvoir l'entrepreneuriat, il faut mettre en place un cadre intégré d'accompagnement des entreprises. Et donc, il faut des programmes fédérateurs. Il faut une synergie d'acteurs qui accompagnent les entrepreneurs, de manière à ce qu'on puisse optimiser les ressources et maximiser les résultats. Et ça, c'est très important. Deuxième chose à faire, c'est qu'il faut assurer la bonne gouvernance des ressources générées. Et donc, ceux qui seront chargés de collecter les ressources doivent mieux affecter ces ressources-là vers les secteurs stratégiques pour booster toujours notre économie, pour mieux réaliser les projets de développement du territoire. Autre action à mener également, qui est importante, c'est d'éduquer l'ensemble des citoyens sur les fondamentaux du développement. Également, les citoyens aussi doivent s'organiser pour participer à la vie publique, surtout en faisant le contrôle citoyen de l'action publique. C'est très important parce que nous avons des besoins, on a des besoins et chacun de nous a sa part de responsabilité
Soit on apporte l'idée, soit on agit, soit on paie les impôts, soit on fait quelque chose, ou soit même je participe au balayage de la rue. Donc, en tant que citoyen, j'ai ma part de responsabilité. Il y aura des citoyens qui peuvent aussi éclairer, qui peuvent éduquer. Les missions que nous sommes en train de faire, nous jouons aussi notre rôle, ça. Amener les gens d'abord à être éclairés. Parce que si vous n'êtes pas éclairé, vous allez toujours agir dans l'obscurité. Quand vous n'êtes pas éclairé, vous aurez des problèmes, mais vous ne saurez pas quelle solution apporter à ces problèmes-là. Donc d'abord, l'information, la connaissance est le point de départ. D'ailleurs, votre émission le précise très bien. C'est l'idée, c'est que la lumière. Donc quand on a des idées, d'abord ça apporte l'éclairage, la compréhension. Et donc, la preuve, c'est que si vous voulez construire un bon bâtiment, un immeuble à étage, c'est que vous ne pouvez pas vous lever comme ça. Il vous faut d'abord un architecte pour vraiment faire le plan. Et donc, il faut être éclairé. Donc, nous disons aujourd'hui que fondamentalement, on ne peut pas faire le développement en mettant de côté les citoyens. Le développement ne se repose pas seulement sur l'élaboration des bons tests. On peut beau voter les tests à l'Assemblée, on peut beau prendre des décrets, des arrêtés, mais si les citoyens qui sont concernés par ces problèmes ne sont pas bien préparés, ne sont pas impliqués, on n'aura pas de bons résultats. Et donc, nous avons besoin d'un cadre réglementaire et législatif approprié, mais nous avons besoin plus de la participation des citoyens et cela doit passer par l'information, la formation des citoyens. Et je crois que le gouvernement a bien compris cela. C'est pour des raisons que les différents ministères sont très impliqués aujourd'hui dans le rapprochement des citoyens à l'action publique. Et il y a des ministères, il y a un ministère spécialement qui est chargé de l'éducation à la citoyenneté. Et donc, ces actions méritent d'être accompagnées, encouragées, soutenues. Maintenant, il faudrait que les citoyens même prennent conscience qu'il y a quelque chose qui se passe. Nous devons rentrer dans la danse, à ne pas rester toujours spectateurs. Et cette situation aussi se présente parce qu'à un moment donné, il y a crise de confiance entre les administrés et les détenteurs de pouvoir, et les décideurs. Mais il faudrait que les décideurs puissent quand même trouver le bon mécanisme pour rassurer, mettre en confiance les citoyens, de manière à ce que chaque citoyen se sente responsable, se sente concerné par les questions de développement. Donc, si ces conditions ne sont pas créées, nous pouvons toujours parler de développement, mais les actions seront toujours mitigées. On ne connaîtra pas une avancée spectaculaire, on ne connaîtra pas une avancée significative pour vraiment s'assurer que ce que nous faisons apporte du bien aux citoyens. Oui, tout à l'heure, vous parlez des fondamentaux du développement. C'est quoi les fondamentaux du développement? Il faut d'abord la clarification des concepts. Parce que quand vous parlez de développement aux gens et que les gens ne savent même pas de quoi il s'agit, moi, plusieurs fois, il m'est arrivé de faire des conférences avec les étudiants et je leur pose la question, bon, qui veut le développement? Et ils lèvent tout cela même. Et je leur demande, c'est quoi le développement? Pose cette question même aux gens, même parfois aux acteurs qui tiennent les discours dans lesquels ils présentent plusieurs fois le mot développement, demande-leur, c'est quoi le développement? Si nous ne connaissons pas quelque chose, ça veut dire qu'on ne saura même pas quelle stratégie définie pour y arriver. Et donc, il faudrait que ce que nous voulons d'abord soit expliqué. Toutes les composantes liées à cette thématique, à ce mot, à ce concept doivent être expliquées. Il faudrait que chaque acteur reconnaisse sa part de responsabilité, le rôle qu'il devait jouer dans ce cheminement-là. Et il faudrait que nous puissions vraiment ensemble comprendre quelle stratégie de mobilisation de ressources nous devons mettre en place pour pouvoir y arriver. Et quel mécanisme de contrôle? Parce que si nous voulons travailler en synergie, nous voulons faire le chemin ensemble, et qu'au départ, il n'y a pas de règles définies de commun accord, on risque de se mettre en conflit, et on ne peut pas avancer. Ça veut dire que les règles doivent être claires. Et dans ce cheminement-là, on doit d'abord savoir qui décide, qui exécute, qui contrôle, qui peut sanctionner. Je crois que c'est des choses aujourd'hui qui ne sont pas clarifiées et nous sommes dans un futur et tout le monde parle de développement. Il y a des gens qui clament le développement, il y a des gens qui souhaitent le développement, il y a des gens qui veulent accompagner le développement, il y a des gens qui agissent sur le terrain, mais à un moment donné, c'est que tout devient complexe. Ça veut dire que nous devons comprendre tout cela. Et si nous comprenons tout cela, si tout est mis en place normalement, vous verrez même qu'en matière de mobilisation de ressources, les citoyens peuvent payer facilement leurs impôts. Aujourd'hui, les décideurs n'ont pas suffisamment travaillé cette question-là. C'est ce qui fait que pour réaliser un certain nombre de projets, les pouvoirs publics sont obligés d'aller vers les institutions internationales au lieu de se tourner vers l'intérieur. Et en se tournant vers l'extérieur, nous irons
faire des prêts. On appelle l'endettement. Nous allons endetter notre pays parce qu'on ira chercher de l'argent là-bas, somme de prêts, pour venir réaliser les projets. Et nous devons travailler pour payer ces prêts-là. Donc, du moment où vous n'arrivez pas à payer ces prêts, suffisamment, ça veut dire quoi? Vous ne continuez pas à vous endetter. Et donc, il est important que nous puissions vraiment travailler au niveau interne pour mobiliser des ressources endogènes afin que nos problèmes soient réglés par ces ressources-là. D'où la nécessité de bien gérer les ressources que nous mobilisons au niveau local. Et si nous gérons bien ces ressources, les actions que nous menons sont visibles, les citoyens voient cela, je crois qu'ils n'hésiteront même pas à payer des taxes et impôts pour nous accompagner. Donc, c'est ce que je peux dire quand on parle de fondamentaux de développement. Oui. En français facile, clair, expliquez-nous ce que c'est que le développement, pour que chacun puisse comprendre ce mot tant prononcé. Le développement, ce n'est pas quelque chose qu'il faut décréter tout de suite pour dire c'est ça. Mais on dit c'est un processus. On dit, vous avez vu que les Blancs, à un moment donné, disent qu'en voie de développement. C'est-à-dire que on ne peut pas dire qu'un jour, voilà, ceci s'est développé. On ne peut qu'apprécier quelques indicateurs pour dire qu'au moins arrivé à cette étape-là, on peut dire que vous êtes développé, mais vous devez toujours continuer parce qu'il y a plusieurs niveaux de développement. Vous pouvez être très développé sur le plan économique, sur le plan technologique, sur le plan sanitaire, sur le plan social, mais il peut y avoir encore d'autres faiblesses. Donc, c'est tout un cheminement. Mais, comme je le dis, le développement a plusieurs composantes. Et quand on parle aujourd'hui de développement économique, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'État peut dépenser beaucoup d'argent pour construire des routes. Mais tant que les gens n'auront pas de revenus pour bien manger à la maison, ils ne vont pas apprécier ce que les décideurs politiques font. On peut dépenser 1000 milliards aujourd'hui pour construire la ville, mais quel impact cela a dans le panier du ménagère? Un citoyen lambda tire quoi de ces routes construites avec 1000 milliards? Ça veut dire que le côté économique, c'est très important. Si on construit des routes, moi je suis très étonné parfois de constater que l'État construit de jolies routes et la nuit déjà à 22h, quand vous passez par là, il n'y a aucune boutique qui fonctionne. Tout le monde est rentré chez lui. C'est un manque à gagner. Si on construit une route chez nous et que ces routes sont électrifiées, cela voudra dire que nous pouvons travailler toute la nuit. C'est des conditions qui sont créées pour que nous puissions travailler, mais les citoyens n'ont pas compris cela. Et ça, ce n'est pas la faute des décideurs. Ça veut dire que c'est lié même aux individus. Les individus n'ont pas compris cela. Si autrefois, je cessais les activités à 20h et que maintenant, la route qui passe devant ma boutique est goudronnée, elle est électrifiée, je ne dois plus m'arrêter à 20h. Parce que c'est à 20h là même que les gens quittent leur bureau, leur service, ils peuvent venir acheter dans ma boutique. Donc si moi je continue toujours par quitter à 20h, c'est que mon chiffre d'affaires ne peut pas évoluer. Donc le côté économique c'est très important. Maintenant, il y a le côté social. Ça veut dire qu'il y a des problèmes de la société. Il faudrait qu'on puisse aussi prendre en compte les plus faibles. Vous savez, dans une société, tout le monde ne peut pas créer son entreprise. Dans la société, il y a plusieurs types d'individus. Donc, il faudrait que nous puissions nous intéresser aussi aux plus faibles, les questions sociales. Il y a certaines choses. Si on ne le fait pas, c'est que les individus, même s'ils ont les moyens, ne peuvent pas le faire. Ça veut dire que l'État doit s'intéresser à ça, côté social. Le côté sanitaire, par exemple, dans le social, on peut avoir le côté sanitaire, la santé. Il faudrait que si des gens ont des moyens, ils n'ont pas de centre de santé bien équipé, ils n'ont pas de médecins bien qualifiés, ils ne pourront pas être bien soignés. Ça veut dire que si les gens travaillent, il va falloir que ces personnes aient des centres de santé pour bénéficier des soins de qualité. Il faudrait qu'il y ait une sécurité. Il faudrait qu'il y ait des lieux de distraction. Quand on a de l'argent, il faudrait qu'on trouve au moins des lieux de distraction, les loisirs. Et donc, il y a plusieurs aspects. Et donc, quand on voit tout ça, on peut se dire que vous êtes arrivé à un niveau donné. Ça veut dire que des efforts que nous faisons aujourd'hui pour mettre en place les infrastructures, les routes, tout ça, je dis que nous devons féliciter cela, encourager cela. Mais il y a aussi d'autres aspects très importants qui doivent être pris en compte, de manière à ce que les gens puissent vraiment se sentir heureux sur leur territoire. Donc, je répète encore, j'insiste encore sur le volet économique, parce que si on ne développe pas notre économie, tout ce que nous disons, il faut régler les problèmes sociaux, il faut faire ceci, on ne pourra pas réussir durablement sans endetter le pays. Parce que si vous êtes décideur politique et que vous êtes obligé de poser des actes pour dire aux citoyens que vous gérez bien ou bien que vous vous souciez d'eux,
tu es obligé à un moment donné d'aller chercher de l'argent ailleurs. Au lieu de les amener à comprendre que je suis le chef, vous m'avez élu, mais je ne peux pas faire de la magie pour vous. Il faudrait que vous puissiez travailler, il faudrait que vous payiez vos impôts pour que nous puissions régler des problèmes. Je crois que c'est une pédagogie. Donc aujourd'hui, pour nous, pour assurer un développement durable, il faudrait que les citoyens soient au cœur. Il faudrait que les dirigeants composent avec leurs citoyens. Il faudrait que les citoyens soient éduqués. Parce que nous aussi, parfois, nous détruisons les réalisations faites par les pouvoirs publics, ce qui n'est pas bien. Et quand on fait les routes, on fait les caniveaux, quand nous bouchons ces caniveaux-là, il peut y avoir inondation, il peut y avoir des problèmes. Or, on a mis en place ces caniveaux pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Et si nous-mêmes, nous citoyens, nous bouchons ces caniveaux-là, ça veut dire qu'en période de pluie, il y aura inondation. L'argent qu'on doit prendre, par exemple, pour construire une école, l'État est obligé de prendre ça encore pour assister les sinistrés. Cela voudrait dire que nous aussi, parfois, nous sommes à l'origine des problèmes de la société. Donc, le développement n'est pas seulement l'affaire d'une seule personne ou bien des pouvoirs publics, mais c'est l'affaire de tous les citoyens. Et comme je le dis encore une fois, il va falloir qu'on fasse de la pédagogie pour que les citoyens comprennent d'abord de quoi il s'agit, comment on doit le faire, quel devait être le rôle de chacun. Si on arrive à gagner ce pari, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura un vrai déclic pour le développement et chaque acteur s'impliquera activement pour que le développement puisse être accéléré. Merci beaucoup pour tout cet éclairage. Bon, depuis que vous expliquez cette affaire de développement, entrepreneuriat, les territoires, les communes, la sensibilisation, est-ce que vous connaissez une structure qui est en train de faire cela aux côtés des pouvoirs publics pour que les citoyens que nous sommes puissions comprendre en détail ce que c'est que ce développement à la base? Si vous me posez la question concernant une structure, je ne peux que vous parler de la structure que je dirige, que je maîtrise mieux. C'est laquelle? L'ONG IJD que je dirige. Je suis acteur de la société civile et je participe au développement. Cette ONG, je ne sais pas si vous la connaissez, mais mène des actions. Donc, moi, je suis un citoyen, j'ai une expertise pour contribuer au développement de mon pays en tant que citoyen, mais je travaille dans une organisation constituée de compétences diverses et qui fait déjà beaucoup de choses sur le terrain. Et IJD participe à l'éducation citoyenne. Et avant les élections locales, vous avez vu tout ce que nous avons fait. Nous participons à la formation professionnelle des jeunes. Nous avons déjà inséré plus de 7000 jeunes depuis la création de l'organisation. Et ça veut dire que ces jeunes aujourd'hui travaillent pour gagner de l'argent, pour se prendre en charge, aider leurs familles. Cela a des effets multiplicateurs. Nous avons déjà formé plus de 20 000 personnes en entrepreneuriat. L'État a bien fait de donner le temps pour qu'on puisse aller vers les élections locales. Mais il va falloir que les élus qui ont le pouvoir maintenant soient accompagnés. Ils ne peuvent pas contribuer au développement de leur territoire sans les ressources, sans les moyens, sans l'argent. Et donc, ce programme que nous avons élaboré, que nous avons d'ailleurs lancé en décembre, vise à accompagner au moins une vingtaine de communes, au moins 25, à accompagner, à développer leur économie. Ça veut dire que c'est un programme qui va soutenir le développement des très petites et moyennes entreprises sur leur territoire pour permettre à leurs citoyens d'avoir des revenus pour pouvoir se prendre en charge. Également permettre à ces citoyens qui seront accompagnés de payer facilement leurs impôts et taxes pour permettre au pouvoir public de disposer des moyens afin de réaliser les projets d'infrastructures socio-collectives. Donc, je crois que c'est ces efforts-là que IJD est en train de faire et ils ne sont pas les seuls. Et je crois que, ou bien les seuls, il y a plusieurs autres organisations également de la société civile qui font beaucoup de choses sur le terrain. Il y a des gens qui interviennent dans le domaine de l'environnement, qui accompagnent aujourd'hui les collectivités territoriales. Il y a des gens qui interviennent dans le domaine de la santé. Il y a des gens qui interviennent sur plusieurs thématiques aujourd'hui. Et donc, ce qui manque fondamentalement, c'est une meilleure coordination de ces actions. Et donc, il faudrait que sur chaque territoire, un mécanisme soit créé pour pouvoir capitaliser tout cela et mesurer l'impact de ces interventions et également de projeter de nouvelles perspectives de façon à ce que les actions soient menées de manière plus cohérente et dans une direction donnée. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'avancées et ces actions méritent d'être soutenues par les pouvoirs publics pour avoir plus d'impact. Oui, vous avez parlé de formation. Oui. En quoi vous formez ces jeunes pour qu'un jour qu'ils reviennent vous dire « Ah, vous nous avez formés ». Quel message vous leur donnez dans la formation? Quelle éducation vous leur donnez? Quelle sensibilisation vous leur donnez?
D'abord, tout part de la vision de l'ONG IJD, c'est-à-dire Initiative des jeunes pour le développement. Notre vision, c'est de voir les jeunes devenir des acteurs responsables de leur propre itinéraire d'insertion sociale et économique. C'est notre vision. D'abord, c'est mobiliser les jeunes, les motiver et les armer intellectuellement afin qu'ils puissent participer au développement de leur milieu en entreprenant, en étant leader, en participant à la gouvernance de leur communauté. Donc, voilà ce que nous disons. Et donc, quand les jeunes viennent chez nous, nous leur disons que vous ne devez pas seulement chercher votre bien personnel, mais vous devez être acteur de développement de votre communauté. Et donc, vous devez travailler pour gagner votre vie, bien sûr, et ça c'est très important, aider les membres de votre famille, mais vous devez être des acteurs clés de développement de votre territoire. Quand on se fait former, quand on va à l'école, ce n'est pas seulement pour avoir un papier, attendre un emploi auprès de l'État ou bien d'autres structures, mais c'est pour avoir des connaissances capables de vous aider à être un acteur de changement de votre société. Ça veut dire que si j'ai des connaissances, je dois être en mesure de proposer des solutions aux problèmes qui se posent à moi ou bien que j'observe dans ma communauté. Et donc, c'est ce que vous apprenez à l'école. Donc, n'allez pas rester à la maison après votre formation pour dire « j'attends que quelqu'un m'appelle d'abord ». Non, si on a des connaissances, on doit agir avec cela. Et c'est en observant des problèmes, en essayant de réfléchir pour proposer des solutions à ces problèmes-là que nous pouvons vraiment nous épanouir. Et donc, je dis aux jeunes souvent, et comme ça fait plus d'une vingtaine d'années que je le fais, je dis aux jeunes souvent que Dieu vous a créé pour être une source de bénédiction pour les autres. Dieu vous a créé pour impacter votre société. Dieu vous a créé pour apporter des solutions aux problèmes des autres. Parce que si je suis entrepreneur, imaginez, M. Condor, nous sommes bien habillés ici, c'est quelqu'un qui nous a causé ces habits-là. Ça veut dire que cette personne, en apprenant, quand il était en apprentissage, ne pensait pas à lui, mais il voulait rendre des gens beaux. Nous avons pris la douche ce matin, nous avons utilisé le savon. C'est quelqu'un qui a fabriqué ce savon-là pour nous. Ça veut dire que déjà, si vous pensez aux problèmes des autres et que vous êtes prêt à leur apporter la solution, vous êtes une source de bénédiction pour les autres et c'est en cela que vous allez vous épanouir. C'est en cela que vous aurez des revenus. Parce qu'en proposant la solution aux autres, les gens seront satisfaits, ils n'hésiteront pas à te payer quelque chose. Mais si vous pensez plus à vous, vous ne pourrez pas être une source de bénédiction pour les autres. Et vous-même, vous ne serez pas heureux. Ça veut dire que je dois être capable de réfléchir pour proposer une solution à un problème que j'observe dans ma communauté. Et donc, c'est ça le déclic d'ailleurs. Et c'est ce que j'essaie d'apprendre aux jeunes, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, les jeunes ont des génies. Les jeunes ont le potentiel. Moi, quand les gens accusent les jeunes aujourd'hui, je me dis, nous ne savons pas dans quelle société nous sommes. Dieu a mis en ces jeunes-là du potentiel. Et nous manquons de stratégies appropriées pour amener ces jeunes-là à valoriser cela. Pour que ces jeunes soient vraiment des acteurs de changement de notre société. Et donc, nous avons fait l'expérience, nous avons travaillé avec des partenaires américains et d'autres pays pour mettre en place même des programmes. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les jeunes sont débordés d'énergie, ils sont débordés de talent, ils ne savent même plus quoi faire avec ça. Ils se limitent seulement à quelques cours reçus à l'école. Je dis aux parents, nous pouvons faire la différence. En dehors des cours que les enfants reçoivent à l'école, ils peuvent suivre encore d'autres formations parallèles pour développer ce que Dieu a mis en eux. Réussir dans la vie ne dépend pas forcément de gros diplômes, mais c'est de savoir ce que Dieu a mis en vous, de prendre le bon chemin, d'agir pour gagner sa vie. Pour gagner sa vie. Monsieur le consultant en entrepreneuriat, on aurait souhaité vous garder plus longtemps que ça et notre temps qui nous a imparti est pratiquement arrivé. Avant de nous quitter, certainement vous avez un dernier message. Je voudrais d'abord dire à la jeunesse qui m'écoute qu'il y a de l'espoir. Ils n'ont qu'à oser faire la différence. Je voudrais dire aux décideurs, à nos autorités, que la jeunesse constitue pour aujourd'hui un grand souci pour eux. Je le sais. Mais cette jeunesse peut être également une solution, une source de transformation de nos sociétés. Si elle est bien éduquée, bien orientée, bien accompagnée, ces jeunes que nous avons aujourd'hui peuvent vraiment participer de manière significative au développement de notre pays. Merci beaucoup. Merci à vous,
Monsieur Agbové Edo Pascal pour votre éclairage apporté dans cette émission par rapport à ce thème qui concerne l'entrepreneuriat et le développement des territoires. Tout ce qui me reste à vous dire, chers téléspectateurs, surtout vous, chers téléspectateurs fidèles à cette émission ID, merci pour votre confiance à cette émission. Et soyez-en rassurés que la télévision togolaise fera de tout son mieux pour que chaque semaine, vous ayez un nouveau numéro sur les antennes de la télévision togolaise. Chers techniciens, à la tête de cette équipe se trouve notre réalisateur Akapo. Merci pour votre technicité. Merci pour votre savoir-faire. Merci pour votre courage et votre abnégation, lesquels vous ont toujours aidé à produire et à présenter toujours une nouvelle émission de l'émission ID aux téléspectateurs. Chers caméramans, preneurs de son, monteurs, synthétiseurs, diffuseurs, soyez en remerciés pour votre abnégation. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec un nouveau thème, un nouvel invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bye bye.